Mes amis, que se passe-t-il en Russie? Je fais mes recherches sur la guerre en Ukraine et encore, je tombe sur des vidéos comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est un pupsicle. C'est une fontaine de merde. Ça vient de Moscou pendant le hiver 2024. C'est aussi arrivé en 23, 22, 25 et 26 pendant les hivers. Ça continue d'arriver en Russie. Ce n'est pas directement lié à la guerre en Ukraine. Dans cette vidéo, nous verrons une compilation montrant l'effondrement des infrastructures russes. Sans aucun lien avec l'Ukraine, c'est juste la Russie fidèle à elle-même. Et nous commençons cela avec ce pupsicle. Pourquoi l'appeler un esquimau? Parce qu'une conduite d'eau chaude a éclaté, et elles sont souvent proches des canalisations d'égouts, parfois juste à côté, car construites ainsi à l'époque soviétique. Donc lorsque la conduite d'eau chaude, qui transporte de l'eau extrêmement chaude, éclate et déchire la canalisation d'égout avec elle, cela explose sous la pression. Ce smoothie de caca avec de la pisse et tout ce qui va avec recouvre tout sur son passage. Non seulement vivre en Russie est difficile, mais en plus tu es couvert de ce smoothie de caca. Ou alors allons à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie. Regarde-moi ça. Toute la rue est recouverte d'eau brûlante en hiver. C'est tellement étrange. Il fait normalement froid en Russie en hiver. Mais malgré tout, quelques personnes victimes de ces accidents spécifiques ont eu des brûlures si graves qu'elles ont dû être emmenées à l'hôpital. Il fait moins 15 degrés Celsius des températures glaciales, et pourtant tu te retrouves avec des brûlures parce que de l'eau de merde te tombe dessus et te brûle la peau. Je ne pourrais même pas imaginer ça comme une punition pour un être humain, mais c'est la réalité. Partons maintenant vers une autre ville en Russie. Novosibirsk cette fois. Une canalisation vieille de 50 ans a éclaté. Il y a toujours ces vieilles canalisations soviétiques qui arrivent simplement en fin de vie. Voici le résultat, il y a de la neige. Il fait vraiment froid. La vapeur gèle immédiatement sur les arbres. Vous pouvez le voir, ça vous indique qu'il fait au moins moins 10 degrés Celsius. Et l'eau est brûlante. Si vous la touchez, elle vous brûlera. Si elle tombe sur vous, vous irez à l'hôpital. Et ça devient encore pire. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'appartements, d'immeubles en Russie qui ont été construits à l'époque soviétique dans les années 60 et 70 et qui ont ce genre de tuyaux. Par exemple, voici la ville d'Omsk, dans l'extrême-orient russe. Ceci est l'un de ces immeubles en panneaux qu'on appelle des panelka, construits à l'époque de Brejnev au début des années 70. Regardez ça. Une conduite a éclaté et maintenant toute la vapeur qui en sort gèle sur l'immeuble. Et les habitants de cet immeuble craignent maintenant une chose en particulier, que la glace qui se forme à cause de cette vapeur sur le bâtiment ne fasse s'effondrer l'immeuble, car il est très vieux. Et il est en fin de vie, et comme le gouvernement ou les autorités locales n'ont rien fait pour le réparer, ils n'ont rien fait pour renforcer cet immeuble. Et voici une femme qui vit dans ce même immeuble et qui raconte quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je n'y avais même jamais pensé et c'est étrangement formulé. Regardez ça. Tu devrais attacher de la viande ou un bâton de saucisse à ta jambe pour qu'au moins les chiens puissent te retrouver. Parce que la maison va bientôt s'effondrer. Donc elle devra vivre avec de la viande scotchée à ses chevilles. Parce qu'elle a peur que cet immeuble s'effondre sur elle à cause de la canalisation d'eau qui a éclaté. Et il y a de la vapeur, et la vapeur gèle sur l'immeuble, ce qui crée un nouveau poids, et l'appartement va s'effondrer. Parce que ça se passe en Russie, puis tu te retrouves sous les décombres, vieux. Attache de la viande à tes jambes pour que les chiens te retrouvent. Les chiens de recherche. C'est incroyablement étrange. Ou alors commençons notre voyage vers la ville de Bisk, dans la région de l'Altaï. On voit tout de suite que les gars sont venus réparer ce problème de tuyauterie et qu'ils ont un énorme Z sur la porte. Donc ces gars-là ne sont pas des plombiers ordinaires, ils font partie de l'armée russe. Et j'imagine qu'on peut supposer qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont juste tout creusé. Ils ont été envoyés par les autorités militaires locales parce que, vous savez, les plombiers et les tuyauteurs, vous les avez envoyés au front. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne reste plus qu'à envoyer les soldats. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont juste tout creusé. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que vous allez le réparer? Toute la ville était sans eau chaude ni chauffage en plein hiver, ce qui, en Russie, signifie des victimes. Ou revenons encore une fois à Novosibirsk. Ici, vous pouvez voir ce qui se passe lorsqu'un tuyau d'eau extrêmement chaude, un tuyau de chauffage qui chauffe des quartiers entiers de la ville,
par moins 30 degrés Celsius à Novosibirsk. Elle se transforme immédiatement en cette vapeur blanche très épaisse et brûlante qui peut littéralement vous brûler le visage. C'est tellement chaud que vous finirez à l'hôpital si vous vous approchez de ça. Plus près que ces gars-là, eux bien sûr sont à bonne distance. Mais ces voitures sont en train de bouillir. Donc tu es à Novosibirsk, tu as tellement froid, il fait moins 30. Tu arrives déjà à peine à payer tes factures de chauffage quand soudain, boum, une conduite d'eau éclate, de l'eau chaude te tombe dessus, ça te brûle, tu dois aller à l'hôpital et maintenant tu n'as plus de chauffage chez toi et tous les radiateurs ont explosé. Regarde comme ces nuages sont énormes, ces nuages blancs, et tu peux voir la pression avec laquelle ça jaillit de la rue. Cela peut être mortel. Ou alors voyageons maintenant à Nijni Novgorod en Russie. 3000 personnes se retrouvent sans chauffage central après l'explosion d'une conduite d'eau. Regarde ça, ce sont toujours les conduites d'eau. Elles ont principalement été construites dans les années 60 et 70 en Union soviétique. C'était de bonnes conduites pendant 50 ans. À la fin de leur cycle de vie, il faut les changer sinon elles risquent d'exploser. Ce sont de bonnes conduites, elles ont bien fonctionné. Je n'ai rien à redire. Nous avons les mêmes conduites ici en Estonie et nous investissons beaucoup d'argent pour les réparer. Il faut les déterrer, les remplacer, puis les recouvrir et remettre l'asphalte. C'est beaucoup d'argent et d'efforts. Nous faisons cela en Estonie, ils ne le font pas en Russie. Mais comment les gouvernements locaux réagissent-ils à cela ? Eh bien, nous le savons parce qu'ils réagissent, mais d'une manière très étrange. Regardez ça. Au fait, nous sommes en 2026. Cette année, les autorités du Kouzbas ont annoncé une dynamique négative concernant la route effondrée. Regardez cette route, ce n'est pas une dynamique négative, elle semble détruite. À ce jour, sur la section effondrée de l'autoroute Novokouznetsk-Birsk, une dynamique négative persiste, du jour au lendemain. La chaussée s'est affaissée d'environ 20 cm et le remblai s'est déjà effondré de 5 mètres, a rapporté le ministre du Logement, des Services publics et des routes du Kouzbas, Dmitri Gizelev. Donc vous avez cette route détruite, les gens ne peuvent pas rentrer chez eux, et les autorités locales disent genre oui, c'est juste un peu de dynamique négative, ne vous inquiétez pas. Ils ont cette façon étrange de formuler les choses. C'est pareil qu'en Ukraine. Ils évoquent une avancée en sens inverse, autrement dit une retraite, mais sans pouvoir le dire. Ils disent qu'en donc ils ont simplement choisi des positions plus faciles à défendre, ce qui veut dire qu'ils se sont retirés, donc cette route a choisi un meilleur emplacement pour exister. Je ne sais pas, elle s'est juste effondrée, mais c'est ce que disent les autorités locales. Voyageons au Daghestan, l'une des rares régions musulmanes de Russie, et aussi l'une des régions les plus pauvres du pays. C'est dans le sud de la Russie. Et ils ont eu des inondations incroyables cette année. Ils ont des inondations chaque année, mais cette année c'est particulièrement terrible et les gouvernements locaux n'ont pas aidé la population. Moscou n'a pas réagi, le Kremlin n'a pas réagi, bien au contraire, ils ont étouffé l'affaire. Les médias d'État russes n'en parlent pas. Mais c'est une catastrophe. Voici juste une vidéo pour illustrer à quel point c'est grave. Au fait, c'est un pont, ce n'est pas une route, c'est un pont, et l'échelle de quelqu'un vient d'être emportée sous l'eau. Comme on dit, elle est partie nourrir les poissons. Et le Kremlin le nie carrément, il le nie. Ça n'existe pas. Et voilà des dizaines de milliers de personnes dont les maisons sont complètement submergées. Voyons une compilation de vidéos pour saisir la gravité de la destruction causée par cette inondation. Par exemple, des routes complètement emportées, il est impossible de les traverser en voiture. Et si vous ne vivez pas au Daghestan, mais dans d'autres oblasts de Russie, vous n'avez aucune idée que cela se passe dans votre pays. Personne n'en parle parce que le gouvernement a choisi de ne pas en parler, parce que s'ils le font, ils vont devoir régler le problème. Régler le problème signifie y allouer de l'argent, des ressources et des hommes pour s'en occuper. Mais Moscou veut consacrer cet argent à la guerre en Ukraine, veut envoyer ses hommes au front, donc ils ne peuvent pas en parler. Sinon cela nuirait à leur effort de guerre. Tu vois où je veux en venir ? Alors ils choisissent simplement de l'ignorer et de le nier. Mais c'est, réel. Il s'agit de dizaines de milliers de personnes, de familles, d'enfants et d'animaux de compagnie dont les maisons sont totalement détruites. Au Daghestan, c'est une catastrophe humanitaire locale. Regardez ça, regardez comment un arbre glisse simplement le long de la montagne. Et ce sont les maisons des gens glissent exactement de la même manière, ici. Les routes sont complètement détruites. Des villages entiers ont disparu au Daghestan. Et personne en Russie n'en parle. C'est juste pour vous illustrer la gravité de ces inondations.
Encore plus, ces personnes qui sont ici dans l'eau, vous voyez, elles ne nagent pas, donc elles ne nagent pas. Elles sont forcées d'être dans l'eau parce que les inondations sont simplement arrivées. Je suppose qu'ils essaient de sauver quelqu'un, ou de sauver un animal de compagnie, ou de sortir quelques affaires d'une maison. Je ne sais pas, mais ils ne veulent certainement pas être dans cette eau en ce moment. C'est de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau chaude d'été. C'est de l'eau à 7, 8 degrés Celsius. C'est très, très froid. On ne peut pas rester longtemps dans cette eau. C'est très grave. Si cela se produisait en Europe, non seulement ce pays, mais toute l'Union européenne en parlerait. Nous recevons des nouvelles en Estonie, s'il y a une inondation en Espagne ou quelque chose en Russie. Même les gens qui vivent dans l'oblast voisin ne sont pas au courant. Parce que c'est seulement de personne à personne. C'est comme ça que ça se propage, mais pas par les médias, parce que le Kremlin a pratiquement interdit d'en parler. Si on avance un peu plus dans le temps, le 27 avril en fait, ce sont les prochaines vidéos que je vais vous montrer. Nous avons voyagé d'abord à Domsk, en Sibérie. C'est le quartier de Varzino, la rivière Oushaïka. Regardez ça. Dans cette localité, les gens vivent ici avec leurs grands-pères, leurs grands-mères, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs animaux de compagnie, leurs vaches, tout le monde, les poules. Tout est sous l'eau, ce village entier. Et ce pont d'ailleurs, ils l'appellent le pont de Brooklyn, les habitants s'en moquent parce que le gouvernement a prévu de l'argent pour construire un pont au-dessus de cette rivière. Et le gouverneur local l'a simplement volé parce que c'est ce qu'ils font en Russie. Donc ce pont n'a pas été construit par le gouvernement. Les habitants ont construit gratuitement le pont parce qu'ils ont besoin d'un pont et que le gouvernement ne le fait pas. Donc ce pont construit par eux est la seule chose qui n'est pas sous l'eau. Tout le reste est complètement submergé, comme vous pouvez le voir. C'est aussi Domsk, mais le village s'appelle Bielava, région de Khmerovo, district de Bachat. Et nous avons tout un village, encore un autre village entier. Et il y a des dizaines de villages comme ça, dans ce Kraji, tous sous l'eau. Cette eau ne fait pas qu'aller et venir, elle détruit aussi tout ce qu'elle touche. Il y a des dégâts d'eau partout ici. Et cela signifie aussi des pertes parmi les animaux domestiques, le bétail, les habitants de ces régions dépendant de leur bétail pour vivre. Et cela tue le bétail. Une autoroute menant à la ville de Domsk. Cette route s'est effondrée juste ici. Non, elle ne s'est pas effondrée. Désolé, c'est une dynamique négative, ce que nous voyons ici. Ce n'est pas effondré, c'est juste un peu de dynamique négative. Ne vous inquiétez pas, nous allons réparer ça très bientôt. Oui, toute la route a été emportée. Et dans l'Union européenne, la même chose se produit. Il y a des inondations, il y a des glissements de terrain. La différence, c'est que ce sera réparé très rapidement. Et les gens en parlent, ils attirent l'attention dessus, et il y a des fonds d'urgence pour cela. En Russie, quand cela arrive, ça restera comme ça pendant très longtemps. Ceci se passe à Nijni Novgorod, une oblast très à l'ouest de la Russie. Il y a eu un énorme glissement de terrain dans l'un des villages, et cela a détruit les câbles électriques au sol ainsi que les conduites de gaz. Et encore une fois, toutes ces choses arrivent partout dans le monde. Les glissements de terrain, ça arrive. Tout dépend de la rapidité avec laquelle on répare et si on s'y prépare. Si vous vivez dans un pays sujet au glissement de terrain, ce pays a sûrement des fonds d'urgence et des équipes d'intervention formées. La Russie subit chaque année des glissements de terrain et des inondations, mais manque de fonds d'urgence et d'équipes d'intervention. Eh bien, ils sont censés en avoir, mais les fonds sont détournés et les équipes se trouvent en Ukraine, occupant une terre étrangère. Même oblast, Nijni Novgorod. On voit une maison flotter sur l'eau. C'était la maison de quelqu'un. Quelqu'un vivait ici. En la regardant, peut-être avec du bétail, avec des poules ou une vache, les gens ont des vaches et des poules en Russie, à la campagne. Et tout cela n'existe plus. C'est la vie de quelqu'un, juste ici. Parce que le gouvernement n'a pas anticipé ces inondations, ni dirigé les eaux de pluie, canalisé les rivières ou construit de digues contre les crues. Tout cela est impossible, mais ils ne le font pas. Quelqu'un vient de perdre sa maison. Voici mes vidéos sur les infrastructures russes. J'en ai beaucoup d'autres. Je ne veux simplement pas qu'elles soient trop longues, mais il y en a une infinité. Si vous souhaitez une deuxième partie pour d'autres exemples, comme en se concentrant sur les gazoducs, les pannes électriques ou les incendies, il y a autant d'incendies en Russie que de fusillades dans les écoles américaines. Je trouve fou combien ils en ont. Donc oui, écrivez-moi dans les commentaires si vous en voulez plus, je peux en faire plus. Et je vous retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi, mes amis.
Jusqu'à ma prochaine vidéo, Slavokrini et au revoir.